merci beaucoup d'être là pour ce choc de quart de finale de plaidoyer, donc opposant EPF à Parole de Yenne. Merci beaucoup à EPF d'accueillir ce choc, évidemment à Parole de Yenne de s'être déplacé. Donc le thème ce soir est la lutte, le sous-thème la lutte et la société. Je vais faire un rapide rappel au règlement pour qu'on soit tous d'accord. Donc déjà, maintenant qu'on est en quart de finale, vous n'avez plus le droit au chronomètre ou aux instruments de mesure de temps, donc que ça soit là, avec vous, ou ici, surtout ici. Donc faites attention et on vous demandera simplement de ne pas faire de grands gestes à vos orateurs pour signifier que c'est bientôt la fin du temps. Voilà. Donc, pour la mesure du temps, je taperai le temps donc à 4 minutes 15, comme ça, sur la table juste ici. Donc, vous l'entendrez très bien. Ça veut dire qu'il vous reste 15 secondes pour commencer à être dans les temps. Vous avez donc entre 4h30 et 5h30 pour faire un temps réglementaire. Vous ne pouvez pas faire en dessous, vous ne pouvez pas faire au-dessus. À 5 minutes, je vous dirai veuillez conclure, ça veut dire qu'il vous reste 30 secondes. Et à 5 minutes 30, je vous dirai veuillez vous rasseoir. Si au moment où je vous dis veuillez vous rasseoir, vous vous taisez, vous vous rasseyez, ce n'est pas éliminatoire. Par contre, si vous dites simplement même merci ou ok, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire pour la cohérence d'équipe, le point de meilleur orateur dans l'affrontement, le point de votre duel. Très compliqué de gagner après ça, on est tous d'accord, donc évitons ce genre d'élimination. Ensuite, pour l'affrontement, vous avez un temps de questions, c'est une simple question. Vous n'avez pas besoin d'annoncer un argument avec ça. Et nous, on vous rappellera, veuillez poser une question si vous racontez votre vie avant. Et après, vous avez un temps, 30 secondes de réponse qui sera signifié par, pareil, ça, à 30 secondes. Évidemment, pour le temps d'affrontement, il y a quand même une appréciation. On ne va pas vous couper la parole. Donc, juste terminez votre phrase, mais ne renclenchez pas sur quelque chose d'autre. Et après, il y a pareil, une réfutation, qui n'est pas une question, et une autre réfutation. Voilà, ensuite pour les points, comme d'habitude, 2 points pour la majorité des duels remportés, 1 point meilleur orateur ou meilleure oratrice, 1 point meilleur orateur ou meilleure oratrice dans l'affrontement et 1 point de cohérence d'équipe. C'est bon pour vos 2 équipes? Il n'y a pas de questions? Super, heureusement. Donc, sur le thème la lutte, le sous-thème la lutte et la société, le premier sujet, peut-on être entendu sans crier? À la positive pour EPF, j'appelle Mine. Dans nos rues, sur nos écrans, à la télévision, partout on crie. On crie notre colère, on crie notre révolte, on crie parce qu'on ne veut plus se taire. Et face à cette vague vie sonore qui grandit chaque jour, une question toute simple, mais fondamentale, s'élève comme un murmure dans la tempête. Peut-on être entendu sans crier? Eh bien, nous ne sommes pas venus vous dire que crier est inutile. Nous ne sommes pas venus vous dire que crier est mal. Nous sommes venus vous dire que crier n'est pas toujours la seule solution. Être entendu, ce n'est pas faire le plus de bruit. C'est faire résonner une idée, faire vibrer une conscience, faire avancer une cause. Et pour cela, mesdames et messieurs, il existe des armes plus tranchantes que les cris, des voix plus puissantes que les cordes vocales, et une écoute qui naît parfois du silence. Dans un monde saturé de bruit, le cri devient banal. Et à force de banalité, il perd sa force. Regardons notre société. Les manifestations se multiplient. Chaque réforme, chaque injustice, chaque dérivée sociale suscite des cris, des pancartes, des foules. Et pourtant, que reste-t-il après? Une réforme passe, puis une autre, les cris se répètent, et le pouvoir, lui, reste souvent sourd. Prenons par exemple les récentes mobilisations contre la réforme des retraites en France. On a vu des millions de personnes dans les rues, des slogans scandés à l'unisson. Mais la réforme est passée. Pourquoi ? Parce que, à force de crier à chaque injustice, le cri devient un réflexe et non plus une alerte. Il devient un bruit de fond, alors on ne l'écoute plus. Il est là, attendu, programmé, et leurs combats se font dans la masse. C'est ça, le paradoxe du cri. Il veut casser le silence, mais à force de se multiplier, il devient inaudible. Alors oui, le cri peut faire taire, mais il ne fait pas toujours entendre. Et surtout, il ne suffit pas toujours à faire exister la lutte. Car la lutte, ce n'est pas une simple gestuelle d'humeur. Non, la lutte, c'est bien plus que cela. C'est l'affrontement de volontés fortes qui veulent changer le monde. C'est un combat d'idées, un bras de fer d'idéologie.
Et pour que cette lutte transforme la société, il faut être entendu. Alors, vous me demanderez, comment peut-on faire trembler les murs du pouvoir sans se casser les cordes vocales? Eh bien, regardez, une grève, ce n'est pas un cri, ce n'est un refus ferme. C'est une mobilisation silencieuse qui paralyse les rouages, qui stoppe le système et qui dit tout sans avoir besoin d'un mot. Et une marche pacifique, ce n'est pas un vide, ce n'est pas une absence de réaction. Souvenez-vous, en 1996, de la marche blanche en Belgique, il y avait plus de 300 000 personnes dans les rues. Aucun cri, aucun slogan, juste un silence. Et pourtant, ce silence-là a fait trembler les institutions, car il disait tout. La colère, la douleur, la révolte, l'attente de justice. Sans un mot, il a imposé une émotion collective, plus forte que n'importe quel cri de rage. Parfois, même le silence devient une stratégie. Souvenez-vous de Churchill, en mai 1940. Le Royaume-Uni était au bord du gouffre, la guerre fait rage, la France est en train de tomber, l'Allemagne avance. Et à Londres, le Premier ministre Chamberlain a décidé de démissionner. Le roi doit choisir un successeur, 2 hommes sont en lice. Lord Halifax, partisan d'un accord avec Hitler, et Winston Churchill, prêt à résister coûte que coûte face aux forces nazies. Le roi les convoque alors tous les deux et pose une question simple. Qui dois-je nommer? Alors, Churchill ne dit rien, pas un mot. Pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un silence pesant, presque oppressant. Et c'est là qu'Halifax lui-même, troublé, nous dit « Je pense que vous devriez nommer Churchill en tant que Premier ministre. » Churchill a été entendu, sans un mot. Ce silence n'était pas un vide, c'était une force, une certitude, une démonstration. Il n'a pas eu besoin de crier pour gagner son combat, parce que son silence avait du sens. Et c'est là que l'histoire elle-même tranche la question. Car l'histoire n'a pas été écrite que par des cris, elle l'a aussi été par des voix calmes. Regardez, Martin Luther King, ses discours n'étaient pas des cris de haine, c'étaient des appels à l'unité, des chants d'espoir. « I have a dream ». Ce n'est pas un cri, c'est un souffle, une vision, une voix posée qui a changé le monde. C'est cela, la vraie puissance. C'est la solidité d'une voix qu'on n'attendait pas. Alors, mesdames et messieurs, oui, on peut être entendu sans crier, parce que ce n'est pas le volume qui fait le poids d'un message, c'est sa justesse, son courage, sa sincérité. Et ça ne se fait pas toujours par un cri. Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de bien vouloir se lever pour poser une question. Qui, aujourd'hui, a le plus besoin d'être entendu? Qui a besoin? Eh bien, tout le monde. Tout le monde a besoin de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, personne n'a l'air content. Tout le monde a envie de changer les choses, être mieux payé, ou peut-être avoir des choses à dire par rapport à la sécurité, ou plein d'autres choses. Mais ils n'ont pas besoin de crier pour montrer ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de crier pour dire et faire comprendre ce qu'ils veulent aux autres. Il y a plein de manières de montrer ce qu'on l'on veut et de se faire entendre. Disons-le franchement, les gens qui aujourd'hui ont le plus besoin d'être entendus sont ceux en bas de la hiérarchie. Les méthodes que vous proposez, les exemples que vous citez, Churchill, Martin Luther King, sont déjà des privilégiés dans la mesure où ils ont cette tribune pour s'exprimer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas des fermiers qui ont dû donc déferler sur les rues parisiennes pour enfin porter leur message à la lumière des puissants. Et avez-vous entendu mon exemple des marches blanches, des marches silencieuses? Étaient-ce des riches, nécessairement, qui sortaient dans les rues? Venir se révolter en ne disant rien, en étant calmes et en montrant qu'ils n'étaient pas mécontents, en montrant qu'ils voulaient changer les choses. Non, non, ce n'était pas des riches, ça pouvait être un pauvre ou quelqu'un qui avait des moyens. Il n'y avait pas de différence, l'important c'était le nombre. C'était la volonté derrière leur message. Pour lui répondre sur le même sujet, je vais appeler à la négative pour Parole de Yen, Yacine.
j'aimerais clarifier un point. Ici, il est question de lutte et de société. Alors, entendre, assurément, ça n'est pas avoir un son dans l'oreille, c'est intégrer des revendications. Par contre, crier, ça n'est pas parler à voix haute. Crier, c'est porter un message fort. Et c'est une nuance qui est extrêmement importante. Parce qu'elle dit une chose, on peut très bien crier sans prononcer le moindre mot. Les yeux parlent. A fortiori, ils peuvent crier. Et quand les yeux ont trop d'angoisse à communiquer, c'est un cri de l'âme. Et le corps parle. Et quand il affiche les marques d'un travail manuel compliqué, c'est un cri du cœur. Et l'expérience parle. Et l'esprit parle. Bref, tout peut parler chez vous. Et ça veut dire une chose. Si quand vous me parlez, je ne prête pas attention à ce que vos yeux me communiquent, à ce que votre respiration trahit, à ce que vos gestes font, alors je ne vous ai pas entièrement entendu. Et c'est extrêmement important de le dire parce que ça dit une chose. Pour s'entendre véritablement, il faut se mettre à la hauteur de l'autre. Et le problème, il est là. Le problème, il est que la classe puissante, les tenants du pouvoir, ne se mettent pas à la hauteur des autres, de la basse classe. Alors il faut crier. Il faut crier, pas de la bouche, non, pas seulement. Il faut crier des yeux, il faut crier du cœur, du corps. Il faut crier des actes pour faire porter le message et couvrir la distance qui nous éloigne de la haute. 1000 raisons derrière ça, j'en citerai simplement 3. Premièrement, il faut crier pour montrer l'importance du combat que l'on mène. Alors ça, c'est un fait social qui est regrettable, néanmoins réel, qui est que quand un combat est mené à demi-mot, en demi-teinte, de façon discrète, parfois pudique, eh bien à force, la souffrance qui se cache derrière finit par être banalisée. On considère que les revendications deviennent un fait du quotidien. Alors, l'intolérable finit par devenir tolérable. Et c'est un excès dans lequel il ne faut jamais tomber. C'est quelque chose qui s'est passé, par exemple, pendant des dizaines d'années avec le sexisme. Et on en est fini par qualifier ça de sexisme ordinaire. Le mot est terrible. Ordinaire, mais j'ai envie de dire, si ce sexisme-là arrive tous les jours, alors c'est le moins ordinaire qui soit. Dire ordinaire, c'est déjà le banaliser. On devrait dire sexisme récurrent. Ça vaut de la même manière pour le racisme, pour le mépris de classe, qui d'ailleurs vont très souvent de pair. Donc il ne faut pas être discret sur ces sujets-là, sinon on les banalise. Et j'en viens à mon deuxième point, qui est que il faut crier, sans quoi on tombe dans l'indifférence. Vous savez, quand on est enfant d'ouvrier, on a vite l'habitude de voir son père rentrer du travail avec le visage tiré vers le bas. Alors on entend bien qu'il est fatigué. Mais vous savez ce qu'on n'entend pas ? On n'entend pas que sa fatigue est en train de le tuer, parce que lui ne veut pas le crier sur tous les toits. Jusqu'au jour où sa santé le trahit, et là, on entend mieux. Trop tard. Et c'est comme ça, chaque année en France, 1000 morts des suites du labeur, 600 000 accidents du travail, 6 ans d'espérance de vie en moins. Et quelle réponse a été apportée à ça ? En 2017, le gouvernement a supprimé les comités qui étaient chargés précisément de veiller au contrôle des machines, par exemple. Et depuis, plus aucun retour en arrière. C'est pourquoi il ne faut pas être discret sur ces sujets-là, sinon des conséquences sont terribles et on n'en reparle plus. Et j'en viens à mon dernier point, qui est qu'il faut crier comme un acte de résistance. Pourquoi ? Parce qu'il y a en face de vous des gens qui ne seront pas d'accord avec les messages que vous portez, et eux ne se gêneront pas pour le crier. Et d'autant plus quand ces gens-là ont une situation dominante vis-à-vis des politiques, des médias, qui peuvent participer à de la désinformation ou imposer une version du réel. Alors, ils propagent un récit qui n'est pas forcément vrai, qui n'est pas forcément légitime, mais qui est officiel. Alors c'est dans notre devoir de crier pour rééquilibrer la chose. Considérez par exemple les Palestiniens. On a l'État d'Israël et certains alliés qui disent par exemple que les Palestiniens sont des terroristes, sont tous des terroristes parfois, et que donc il faut les bombarder comme une mesure de légitime défense, pour en réalité simplement justifier le massacre de populations civiles innocentes. C'est pourquoi il faut crier. Alors, en somme, crier pour montrer votre importance. Criez comme un acte de résistance. Criez pour ne pas tomber dans l'indifférence. Et s'il y en a devant vous qui vous disent que vous faites du zèle, que vous montrez trop de colère, n'ayez pas honte, car la colère est une énergie avec laquelle on peut faire de bonnes choses, selon la manière qu'on a de l'exprimer.
Les paroles s'envolent. Veuillez conclure. Les cris restent. Alors, criez, sans quoi vous risquez de mourir 3 fois. La première fois dans les esprits, la deuxième fois dans le réel, et la dernière fois dans les mémoires. Bravo. Merci beaucoup. Je vais donc demander à ce traducteur de bien vouloir poser une question. Si chacun de nos gestes et regards qui ont du sens sont des cris, alors sommes-nous toujours en train de crier? Ça n'est pas une chose qui est assurée, parce que crier, ça s'apprend aussi. Et on a tendance, par exemple, à nier les douleurs que l'on porte, à ne pas vouloir les exprimer par peur du regard des autres, par peur d'affronter cette réalité-là, parce que se dire victime, c'est pas quelque chose qui est facile pour le mental. Donc parfois le corps a envie de crier. Certaines choses ont envie de crier, mais on les empêche. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut réhabiliter le cri, réapprendre aux gens de crier, parce que le cri est quelque chose dont on peut tirer énormément de positif. Alors, vous dites qu'on peut empêcher le cri, mais comment empêcher un cri de l'âme, comme vous le dites, même si je ne comprends pas que cela puisse être assimilé à un réel cri. Comment vous pensez qu'un cri, que vous dites qu'on puisse arrêter, on puisse contrôler notre âme, et puis la refermer, la mettre dans une petite boîte et la jeter loin, comme ça, et l'oublier? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas réfréner ses sentiments. Le cri, ce n'est pas juste ce qu'on pense, c'est ce qu'on montre aux gens. Et on n'est pas obligé de montrer des choses en étant agressif et en criant. Si c'est une guerre de définition qui vous intéresse, faites-la seule. Nous sommes là pour parler de sujets, d'un thème qui nous tient à cœur. Je vais vous répondre sur ce point-là. Un cri de l'âme, bien posez-vous la question. Quel est le vecteur de ce cri? Ça peut être l'art, ça peut être le regard, ça peut être les gestes ou certaines actions. Donc effectivement, crier, comme c'est un langage et comme tout langage, ça s'apprend. Ça s'apprend. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on a envie de l'apprendre aux gens? Et est-ce que les gens qui ne sont contre vous auraient envie que vous l'appreniez? Merci beaucoup sur le deuxième sujet. Peut-on changer le monde sans colère à la positive pour EPF Léonore? Changer le monde. Qui n'en a jamais rêvé? Quel adolescent n'a jamais ressenti cette envie, ce besoin irrépressible de faire entendre sa voix? Coincés dans nos chambres, entourés de posters d'artistes, de stars qui, elles, ont changé notre monde, nous avons nourri ce rêve, cette détermination brûlante de laisser notre trace. Alors, certains ont choisi la voie des cris, de la confrontation. Ils ont hurlé à leurs parents, à la société, à la terre entière. Ils ont exprimé leur rage, avec fougue, de ceux qui voulaient tout basculer. Pour eux, changer le monde, c'était faire exploser l'ordre établi. Et parfois, oui, c'est nécessaire. Mais est-ce vraiment la seule voie? Est-ce que la colère est indispensable pour faire bouger les lignes? Ne peut-on pas, parfois, bouleverser l'histoire dans le calme? Bien sûr que si. Car la lutte ne prend pas toujours la forme d'un affrontement brutal. La lutte, c'est plus subtil, c'est plus profond. Ce n'est pas un accès de rage, ce n'est pas un accident. C'est l'affrontement de deux visions du monde, de volontés, de futurs possibles. Et cette lutte, parfois, avance sans bruit. Mais elle avance quand même, puissante, résolue. Et ça, certains l'ont compris très tôt. Cette part d'adolescents qui refusent les cris a choisi un autre chemin, celui de la patience, de la connaissance. Pendant que d'autres s'emportaient, ils s'asseyaient, ils écoutaient et ils apprenaient. Parce que parfois, pour changer le monde, il faut le comprendre d'abord. Changer le monde ne nécessite pas toujours de frapper du poing sur la table. Il existe des luttes silencieuses, longues, souvent invisibles, mais terriblement efficaces. La science en est la preuve éclatante. La lutte, c'est aussi combattre l'état actuel des choses. Alors qu'y a-t-il de plus puissant que ces ingénieurs, ces chercheurs, ces médecins qui s'enferment dans leur bureau, seuls, face à leurs équations, leurs microscopes, leurs idées, et à la seule force de leurs neurones, font basculer l'histoire. Ces luttes-là ne bloquent pas les routes, ne font pas la une des journaux. Elles transforment la vie de millions de personnes.
Elle ne réclame ni manifestation, ni cri, ni coup d'État, seulement de la recherche, de l'écoute, de l'humilité, des échecs et suivi de recommencement. Ces chercheurs, ils étaient en lutte, oui, une lutte acharnée, mais pas contre un ennemi visible, contre l'inconnu, contre le temps, contre l'impossible, contre la maladie. Et dans cette lutte, pas l'ombre de cri ni de colère pour changer le monde, seulement une persévérance. Mais, admettons-le, changer le monde ne rime pas toujours avec justice et bonnes intentions. L'homme est capable du meilleur, comme du pire, et bien souvent c'est le pire qui a ouvert la voie. L'histoire est jalonnée de bouleversements, non par l'amour de l'autre, mais par avidité, par soif de pouvoir, par volonté de dominer. Alors posons-nous la question. Les grandes explorations, les conquêtes, les empires, ont-ils vraiment été guidés par la colère des peuples? Les conquistadors ont-ils quitté leur terre par colère? Non. Ils sont partis pour l'or, pour les épices, pour la gloire. Le commerce triangulaire, les routes de la soie, l'impérialisme économique, autant de changements radicaux imposés non par la clameur des peuples, mais par l'intérêt froid d'une minorité. Et cette lutte-là, glaciale, cynique, implacable, c'est elle qui a redessiné le monde pendant des siècles. Alors oui, la colère peut faire trembler un régime, mais elle n'a pas toujours la flamme du changement. Parfois, ce sont des mains avides, des cerveaux stratèges, des regards sans état d'âme qui modèlent l'histoire. Oui, on peut changer le monde sans colère. Parce que la colère n'est qu'un chemin parmi d'autres. Et parfois, elle consume plus qu'elle ne détruit, plus qu'elle ne construit. La lutte est essentielle. Elle est le moteur de tout changement. Mais elle peut prendre 1000 visages. La passion d'un chercheur, la ténacité d'un professeur, le silence d'un rêveur, ou même le discours d'un orateur. Changer le monde, ce n'est pas forcément laisser éclater sa colère. C'est vouloir, c'est croire, et c'est agir. Pas toujours avec fracas, mais toujours avec conviction. Pas toujours dans la rage, mais toujours dans l'élan. Et parfois, ce n'est pas en hurlant qu'on secoue le monde, mais en choisissant de parler. Oui, parler. Parce qu'au fond, lutter sans colère, c'est déjà faire preuve d'éloquence. Et parfois, il suffit d'un mot, d'une idée, d'un souffle, pour faire basculer l'histoire. Merci beaucoup. J'ai demandé à son contradicteur de bien vouloir lui poser une question. Je voulais savoir, puisqu'on n'a pas souvent, pour nous les jeunes, l'occasion de s'exprimer comme ça devant un auditoire, on ne laisse pas souvent la parole, si vous pouviez changer le monde, vous changeriez comment? C'est une question assez simple, je pense, puisque je changerais en existant, en continuant mon avenir, et en étant ingénieure, en étant une femme, et en prouvant à tout le monde que j'existe. D'accord, merci. J'espère que votre existence changera le monde. Mais si vous luttez, c'est peut-être aussi parce que, quelque part, il y a à lutter. Et il y a besoin de parler, de crier, avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit, avec la voix parfois aussi. Et si vous voulez devenir ingénieur, c'est peut-être pour des bonnes raisons, pour sauver des gens, parce que ça vous énerve peut-être de les voir dans les mauvaises conditions. En tout cas, j'espère que vous ferez ça pour les bonnes choses. Et parce que ces choses-là vous mettent en colère. Et donc vous les changez. J'apprécie que vous mettiez des idées dans ma tête et des solutions à pourquoi je suis ingénieure, mais malheureusement, je le fais seulement par connaissance et simple résignation du monde qui existe. Je sais qu'il existe, et je sais ce que je dois faire pour le changer, et je sais que je n'ai pas besoin de cette colère, j'ai juste besoin de ma connaissance, de ma volonté et de mon existence. Merci beaucoup. Donc sur le même sujet, peut-on changer le monde sans colère à la négative pour Parole de Yen, Thomas. Madame, messieurs du jury,
Chers camarades, chers amis, il existe un monde où nous aurions pu partager les mêmes bancs d'école. On se serait tous retrouvés là, dès la maternelle, à découvrir ensemble l'odeur de la pâte à modeler, à goûter nos crayons, à comparer le goût des couleurs. Et puis on aurait continué ensuite en primaire, on serait allé dans la cour, jouer à attrape-fille, attrape-garçon, on se serait mariés, le temps d'une récré. Puis on aurait continué au collège, on aurait fait les 400 coups, au lycée, on aurait défié l'autorité, on se serait tous levés contre ce professeur qui nous donne beaucoup trop de devoirs à faire à la maison. Et puis, on se serait assagis. À la faculté, on aurait tous planché sur les mêmes exercices, à réviser tous ensemble les mêmes contrôles, toutes les nuits, dans les mêmes appartements. Mais ce monde, ce n'est pas le nôtre, car nous sommes différents. Nous n'avons pas le même passé, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes rêves ni les mêmes ambitions. Nous ne sommes pas pareils. Et c'est normal. Le monde est fait de cette pluralité, de toutes ces individualités. Mais le monde, lui, il est tout seul. Alors avec un seul monde, pour autant de différences, on peut comprendre que le monde n'aille pas à tout le monde. Qu'il ne soit pas fait sur mesure pour chacun. Alors on peut comprendre que pour certaines personnes, le monde ne va pas. À ça, il y a deux réponses possibles. Soit on se dit, d'accord, le monde est ainsi fait, on s'y fait. Soit, en face, la différence est trop forte, le problème est trop grand, alors, on se bat. Alors, naît la colère, et alors, on le change, ce monde. Mais il ne faut pas confondre l'origine de l'action de vouloir changer le monde avec la manière de le faire. Madame, vous avez fait l'erreur. Vous nous avez dit qu'on pouvait changer le monde de plein de façons, dans la joie et la bonne humeur. Mais on ne peut changer le monde sans colère, parce que la colère est à l'origine du mouvement et est à l'origine de l'action. Toujours. Si ça ne nous déplaît pas, on ne change pas. Si ça ne nous met pas en colère, on ne fait rien. En ce que la colère est une réponse légitime à l'oppression, à l'inégalité et à l'injustice, on peut être en colère et on doit, et de toute façon c'est nécessaire de l'être pour changer les choses. Je prendrai pour exemple, allez, quelque chose de parlant, Mère Teresa. Mère Teresa a changé le monde dans la paix. Elle a changé le monde par l'amour du prochain. Mais ça, c'est sa manière de changer le monde. Faut pas oublier qu'à la base, elle s'est levée un matin pour changer ce monde parce qu'elle était en colère contre ce gouvernement qui laissait ses enfants mourir dans les bidonvilles. Alors évidemment qu'on ne peut pas changer le monde sans colère puisque la colère est à l'origine de l'action. Mais alors, dans un monde aussi unique, fait d'autant de pluralité, comme on l'a dit, comment se fait-il que nous ne soyons pas tous révoltés? Soit on accepte tout, soit il y a un problème. Ce problème, il est criant. Hein, monsieur? Il est criant. Il a un nom. Et ce nom-là, c'est l'information. Comment peut-on être en colère contre une chose dont on ne connaît l'existence? Si je ne sais pas qu'il y a la guerre, comment puis-je être indigné par elle? Comment puis-je avoir envie de me révolter si je ne sais pas qu'elle existe? Et il y a des gens, mesdames, messieurs, qui sont très doués pour esquiver l'information, qui mettent de ces œillères, vous savez, ces gens-là, qui font exprès d'aller se percher dans les grandes tours d'ivoire pour justement ne rien y voir. Oh, comme ils sont hauts, ces gens-là. Oh, comme ils sont loin du sol. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur mépris. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Alors, pour qu'ils nous entendent, il faut crier. Et comme l'a dit mon camarade, il faut crier par tous les moyens. Et parfois, en se réunissant ici. Mais ne criez pas n'importe quoi. Criez votre colère. Démarrez le combat. Changez le monde. Merci beaucoup
je vais demander à sa contradictrice de bien vouloir poser une question. Monsieur, vous nous avez expliqué à quel point on changeait parce qu'on le... Pardon. Vous nous avez expliqué à quel point on voulait la lutte parce qu'on était en colère, mais qu'en est-il quand on change le monde sans le vouloir? Par exemple, on est passionné de musique, alors par curiosité on avance. Les Daft Punk ont-ils changé la musique parce qu'ils étaient en colère? On est ici pour parler de société et de lutte. Le sujet, c'est la lutte. Les Daft Punk qui font de la musique, ils sont contents, je les aime bien, j'ai pas pour autant acheté leur dernier album. Moi, ce que je préfère, c'est les gens qui ont un message, qui veulent changer les choses, s'indigner parce qu'il y a à s'indigner. Je vous vois prendre le micro, je vous en prie, allez-y. Non, bien sûr. La lutte n'est pas forcément une lutte négative, ça va être une lutte contre la recherche de nous-mêmes, une lutte pour la passion, une lutte pour la créativité. Par exemple, ici, les Daft Punk ont lutté pour une diversité de la musique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, et c'est bien qu'on puisse tomber d'accord au final sur des chocs comme ça. Oui, ils ont lutté pour la créativité parce que quelque part, à la base, ils trouvaient qu'il n'y en avait pas assez, donc ils ont lutté pour qu'il y en ait plus, ils ont été en colère, ça a été l'initiateur de leur mouvement. Prenez une chaise, asseyez-vous avec nous, vous serez la bienvenue, madame. Merci beaucoup pour le sujet 3, donc qui est le sous-thème la lutte et la société. J'appelle pour EPF leur dernier orateur, Léopold. Qui n'a jamais crié pour se faire entendre? Qui n'a jamais été en colère? Que celui qui n'a jamais péché nous jette la première pierre. Nous ne sommes pas venus pour jeter cette pierre. Nous ne sommes pas venus pour vous prêcher les méfaits du cri et de la colère. Ce que nous sommes venus faire, c'est vous dire qu'il est tout de même possible de faire autrement. Vous aviez raison, monsieur, quand vous parliez de la Palestine. Oui, l'indignation est toute naturelle. Elle n'est simplement pas obligatoire. Il serait tout à fait hypocrite de dire que crier est inutile. Combien sont les luttes sociétales menées par des individus dont les cris et la colère ont permis de faire entendre leur voix? Mais il serait tout autant hypocrite de dire qu'il s'agit là de la seule solution. Prenez un instant pour repenser à ce que vous a dit Mine sur Winston Churchill. En 1940, face à une Angleterre au bord du gouffre, lorsque le roi doit choisir un nouveau Premier ministre, Churchill, au lieu de parler bruyamment, reste silencieux, sûr de lui. Et c'est ce silence, lourd, rempli de conviction, qui a marqué un tournant dans l'histoire. Ce n'est pas le cri qui a fait changer les choses, mais la force tranquille de sa détermination. Mais vous aviez encore une fois raison quand on se pose ces questions. Peut-on être entendu sans crier? Peut-on changer le monde sans colère? Il n'est pas uniquement question de personnes haut placées comme Monsieur Churchill. Il est question de vous, il est question de moi, il est question de nous. Nous, en tant qu'individus qui évoluons dans une société avec laquelle nous ne sommes pas toujours d'accord. Et pour faire changer les choses, pour faire entendre nos voix, il faut lutter. Pour vous l'expliquer, je vous donnerai 2 exemples dans lesquels de simples individus ont été les porte-paroles d'une lutte, d'une volonté. Premièrement, aux États-Unis, durant la ségrégation, alors que le sud du pays est sous l'emprise des lois Jim Crow, les Afro-Américains doivent se soumettre à des règles absurdes, dont l'unique raison d'existence est la haine. L'une de ces lois, l'interdiction simple et formelle pour les Afro-Américains de s'asseoir à l'avant d'un bus. Mais en 1955, alors qu'un passager blanc lui ordonnait de lui céder sa place, Rosa Parks est restée
assise. Pas un mot, pas un cri, même pas un mouvement. Par cette action, Rosa Parks a transmis son message, le message de tout un peuple. Son arrestation a déclenché le boycott des bus de Montgomery, un mouvement majeur pour les droits civiques mené par Martin Luther King. Rosa Parks n'était qu'une citoyenne. Elle ne possédait aucun pouvoir, aucun moyen de pression. Et pourtant, elle a transmis son message. Le message d'une lutte forte et acharnée. Et elle a été entendue. Pas par la colère, mais par la volonté de vivre une vie meilleure. Par la volonté de créer un monde dans lequel les Afro-Américains pourraient vivre une vie plus juste. Et regardez autour de vous. Que voyez-vous? Un amphithéâtre, un pupitre, un orateur, un public et un jury. C'est ce que nous tous, ici, avons choisi. Nous avons choisi de faire de l'éloquence, pas simplement par amour des mots, mais pour porter un message, pour faire entendre notre voix. Lutter pour la victoire, disputer un match de plaidoyer, comme nous le faisons actuellement, en réalité, ça n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour avoir un lieu dans lequel on est entendu. Un prétexte pour parler de ce qui nous tient vraiment à cœur. Un prétexte pour parler de cette société avec laquelle, comme je vous le disais, nous ne sommes pas toujours d'accord. Alors, si Mine vous dit, si Léonore vous dit, si moi je vous dis qu'il est possible de faire autrement que de passer par les cris et par la colère, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce que nous avons choisi de faire. C'est notre manière à nous de lutter pour cette société. Et ce message, mesdames et messieurs, chers contradicteurs, nous sommes convaincus que vous serez capables de l'entendre. Merci beaucoup. Je vais demander à son contradicteur de bien vouloir se lever et poser une question. Monsieur, quels moyens possède aujourd'hui la classe populaire pour se faire entendre dans notre société? Alors, je vous remercie. Énormément de moyens. Alors, certes, elle n'est pas toujours entendue. Nous sommes d'accord, c'est difficile de se faire entendre. Là n'est pas la question. Mais la classe populaire manifeste, la classe populaire crée de l'art, par exemple, un style artistique que nous connaissons pour la plupart très bien. Le rap a déjà permis de faire changer des institutions, a déjà permis de faire passer des messages. Et ce n'était pas automatiquement par colère, ce n'était pas automatiquement par des cris. D'accord, merci beaucoup déjà d'avouer qu'aujourd'hui c'est compliqué pour la classe populaire de se faire entendre sans colère ni cri, mais pour reprendre du coup votre exemple de l'art, moi personnellement si demain venant de la classe populaire je me fais à faire un tableau, pas sûr que je sois exposé au Louvre au même titre que ceux d'en haut, et puis en ce qui concerne le rap malheureusement pour avoir fait moi-même de la musique, je ne serais de toute façon considéré que par Éric Zemmour comme un analphabète, quoi qu'il arrive, donc finalement est-ce une bonne manière de se faire entendre? Je ne suis pas sûr. Alors, c'est tout à fait vrai si vous cherchez à être entendu par Éric Zemmour, en l'occurrence. Quand vous avez fait de la musique, je ne pense pas que c'était votre cœur de cible. Je pense que vous avez cherché à faire passer un message à d'autres personnes, du moins je l'espère. Merci beaucoup. Toujours sur le sous-thème la lutte et la société. Pour le dernier orateur de Parole de Yenne et le dernier orateur de ce débat, Anis. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, deux thèses radicalement différentes se sont affrontées. D'un côté, ceux qui n'ont pas peur, et puis de l'autre, ceux qui se voilent la face. Aujourd'hui, de notre côté, on a tout simplement essayé de vous expliquer qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on ne crie pas, notre message est relégué au rôle de pas important. Et ça nous chagrine parce que si on ne crie pas, les gens seront de toute manière indifférents. La simple différence, c'est que nous, on n'a pas peur de crier. On n'a pas peur de pointer du doigt ce qui doit être pointé du doigt. Et puis on a essayé aussi de vous expliquer que la colère est le moteur
est le moteur qui nous pousse à agir dans l'intérêt du bien commun. Et c'est ça qui pousse monsieur et madame tout le monde aujourd'hui dans la société à crier ces messages. C'est bien la colère. L'essence et justement pour la voiture ce qui lui permet d'avancer, eh bien la colère et les cris sont ce qui permet à l'humain d'avancer. Sans elle, on n'agit pas, mais évidemment, on vous a bien précisé qu'il faudrait qu'il s'agisse d'une bonne colère, celle qui rassemble et qui fédère. Néanmoins, de l'autre côté, j'ai vu une thèse un petit peu bancale. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire à un monde parfait, où en fait, monsieur tout le monde peut se faire entendre sans crier, sans être en colère dans la société. Alors on nous a dit que si on criait trop, le cri ne faisait plus de bruit et qu'il fallait attendre et être patient. Alors allons-y, attendons. Attendons, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être que les viols diminueront, peut-être que la famine diminuera. Oui, c'est vrai, il faut attendre et être patient et ne peut-être rien faire. La vérité, c'est que Monsieur Min nous explique que aujourd'hui, il ne faut pas forcément crier et ces exemples, ce sont des manifestations et des grèves. Donc tout ce qui finalement a existé parce que des hommes et des femmes ont été en colère et qui du coup n'ont pas eu d'autre choix que de descendre dans la rue pour se faire entendre. Vous nous donnez raison, surtout que vous oubliez que ça reste tout de même un cri du cœur, même s'il n'y a pas effectivement de bruit. La réalité, madame, c'est que vous nous parlez aussi de ces personnes qui sont chercheurs, par exemple en médecine. Et ben, je vous répondrai que ma cousine, qui est vraiment proche de moi, a aujourd'hui entamé des études en sciences parce que justement, mon oncle est décédé du cancer et qu'elle a eu à cœur, de par cette manque, en fait, cette colère de ne pas avoir de remède contre le cancer, de justement faire ses études pour pouvoir changer le monde. Donc finalement, c'est quand même un peu la colère qui l'a poussé à faire changer les choses. Mais vous semblez surtout oublier 1967. Le Vietnam est en train de brûler. D'un côté, l'État américain revendique ses actes fièrement et de l'autre, le peuple, lui, hurle à poumons déployés. Stop à la guerre. Mais l'État, lui, n'écoute pas, alors la guerre continue et les cadavres continuent de s'empiler les uns sur les autres. C'est alors que le 21 octobre, les soldats américains descendent dans les rues. Aujourd'hui, c'est mission nettoyage, parce qu'on n'a pas envie d'écouter le peuple, il dérange. Alors les soldats se retrouvent face aux citoyens, chargent leurs armes et les tendent face à la population. C'est alors qu'un petit bout d'humain se fraye un chemin. Elle déploie ses bras face aux soldats armés et leur tend une fleur. Voici le message envoyé aux institutions d'en haut. Aujourd'hui, il y a un fossé entre vous et notre mode de pensée. Et cette fleur, c'est un cri du cœur. Un cri qui est sorti dû à toute la colère que le peuple a emmagasinée, dû au fait que le gouvernement ne les écoutait pas, ou du moins ne les comprenait pas. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'en retiendra que ce cliché de cette manifestation. Comme quoi, la colère qui nous pousse à crier notre indignation fait changer les choses. Et ça me rappelle quand j'avais 8 ans. Quand il a claqué la porte pour la dernière fois et que je lui ai dit « Papa, je vais changer le monde avec ma voix » et qu'il m'a répondu « Ok, mais si tu passes par le tabac, ramène-moi une cartouche. » Comme si on était condamné à n'être rien d'autre que le fruit de notre environnement. Parce que vous savez, quand on grandit dans les « laisse tomber, avocat, c'est trop compliqué pour toi, fais bac pro », quand on grandit dans les « mets-toi sur le côté, on va te contrôler alors qu'on n'a rien fait », eh bah ouais, on en a des choses à crier. Parce que quand j'explique que j'aimerais bien aimer la police, si seulement il me disait « bonjour », avant de verser mon honneur par terre sur la gare de Lyon en même temps que ma sacoche, on me répond que si je n'avais rien à me reprocher, je ne me ferais pas contrôler. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la mort de Naël, des jeunes qui descendent dans les rues pour crier à gorge déployée leur colère parce que oui, on en a, nous aussi, des messages à dire et qu'on ne nous écoute pas quand on parle calmement. Alors aujourd'hui, notre parole a de la valeur, alors écoutez-nous. Et pas seulement quand vous le décidez, maintenant vous nous écouterez tout le temps. Et à chaque fois qu'on aura des choses à dire. Parce que c'est pas vous qui décidez à quel moment on est légitime de parler ou non. Et pour être honnête, moi je sais pas c'est quoi bien changer les choses. Je ne sais même pas comment se faire entendre, mais par contre je sais c'est quoi essayer. Je sais c'est quoi survivre. Je sais c'est quoi de ne pas avoir le choix que de crier ma colère pour me faire comprendre. Parce que la réalité, c'est le père de Yacine, c'est mon grand-père. C'est la classe ouvrière qui ramasse tes poubelles et te branche la fibre, qui pique du nez dans le train parce qu'ils ont un contrat à peine légal et quand on leur demande un peu de considération, on leur dit vous n'êtes pas chez vous. Et si vous n'êtes pas content, rentrez dans votre pays. Alors posez-vous des questions le jour où on arrêtera de crier notre colère parce que ça prouvera justement que ce jour-là, il n'y aura plus d'espoir. Je vais demander à son contradicteur de vouloir se lever de bonne nuit.
Dans un monde où tout le monde crie, comment est-il encore possible de se démarquer en criant? C'est une très bonne question, monsieur, merci beaucoup. La question est de savoir pourquoi est-ce que les gens crient. Tout le monde, enfin personne ne crie au même moment, de la même façon, pour les mêmes choses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un crie, c'est qu'il a quelque chose à revendiquer. Alors si tout le monde crie en même temps, c'est qu'il y a une multitude de choses à revendiquer. Et donc, il y a du travail. Et donc, il faut les prendre en considération et essayer d'œuvrer pour un monde meilleur. Alors, je vous remercie, même si j'ai toujours pas compris du coup comment se démarquer. Mais je tiens tout de même à rappeler que nous n'avons jamais dit que crier était inutile, ni que le monde était parfait. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce monde est imparfait, très imparfait même. Tous les exemples que vous nous avez donnés en sont de très bons. Mais nous ne nous voilons pas la face. Oui, crier peut être utile, oui, crier peut être extrêmement efficace. Et oui, la colère est un moteur important. Pardon. Oui, crier c'est efficace, donc merci finalement de nous rejoindre, mais c'est surtout la seule et unique moyen de faire changer les choses, parce que vous nous disiez tout à l'heure que crier c'était inefficace parce que finalement les réformes continuaient de passer, même si on allait dans la rue et qu'on continuait de crier, mais vous omettez peut-être un point, c'est que les cris fonctionnent. Si aujourd'hui ils ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il y a la police qui vous tabasse si vous avez le malheur d'aller dans la rue et de crier. Pourquoi? Parce que ça dérange. Pourquoi? Parce que vous mettez le doigt sur ce qui ne va pas. Donc oui, monsieur, il faut continuer de crier. C'est le seul moyen de faire bouger les choses. Merci beaucoup aux deux équipes. Écoutez, on est vraiment ravis d'avoir pu juger Choc. Franchement, c'était trop bien. Enfin, vraiment, merci beaucoup pour les deux équipes, pour le sérieux dans votre préparation. Enfin, c'était vraiment... c'était particulièrement respectueux de toutes les règles qu'on a demandées au plaidoyer. Je sais que vos deux équipes ont beaucoup travaillé pour arriver jusque-là, qu'elles ont fait beaucoup de formations et qu'elles ont vraiment pas démérité. Donc, vraiment, mais merci mille fois pour la qualité du choc. C'était très équilibré. Voilà. Je vous laisse faire un autre tour. Je vais dire deux, trois choses aussi. Donc encore merci pour ce choc, on a beaucoup apprécié. Franchement, quand on a conçu le plaidoyer cet été avec Valentine, c'était vraiment limite pour ça en fait. Vraiment, ce qu'on a vu là, c'est vraiment la vision qu'on avait quand on a créé le championnat. On a trouvé ça fou à quel point le choc était qualitatif et correspondait aux attentes qu'on avait eues du coup il y a presque un an maintenant. Plus concrètement, ça s'est caractérisé par déjà vos performances sur la forme. Vous étiez tous très bons, vous incarniez vos rôles, on voyait que vous avez pris à cœur le sujet, c'était absolument génial. Et plus dans le fond, les exemples que vous mobilisiez, les liens que vous faisiez entre le sujet et puis vos avis personnels, sans pour autant aller trop loin et que ça, on va dire, pollue le débat, c'était vraiment excellent. Pareil aussi sur les affrontements, d'assez bonne qualité. Il y avait une bonne gestion du temps, notamment de vos affrontements, et ça c'est assez rare pour le souligner, même à ce stade de la compétition. Donc je vais te laisser compléter Clément sur... Non, pas grand chose à ajouter, c'était vraiment un excellent choc. Peut-être un petit truc par équipe, je trouve que de votre côté vous avez été un tout petit peu trop d'accord avec eux. Il fallait faire des concessions sur ce sujet-là. Maintenant il y a des discours où on sentait que c'est « je suis d'accord ». Donc c'est potentiellement dommage que ça arrive, même si le sujet se prêtait à ça, mais voilà, peut-être un tout petit peu moins. Sinon, plus globalement, peut-être des discours qui commencent un peu trop dans le vif. Peut-être une petite exhorte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut venir juste embellir le discours, mais sinon, vraiment un très beau choc. Je rajouterais juste ce que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai oublié. En fait, nous, c'est ce que disait Tristan, mais en fait, on demandait beaucoup de traitements sur la société et donc des exemples de société, mais en fait, qui vous parlent surtout. On n'a pas demandé à ce que vous truquiez vos pensées, vous truquiez les thèses les thèmes ou les choses qui vraiment vous touchaient. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et tellement, merci pour la confiance aussi de venir et de partager autant de vous, de partager autant des thèmes que vous aimez là-dessus et surtout d'avoir été très juste dans les traitements. Vous n'avez pas eu peur d'aller toucher des sujets sensibles et vous avez fait à chaque fois attention à la manière dont on utilise un exemple, de ne pas en mettre trop, mais de toujours lui rendre honneur. Et ça, vraiment, merci beaucoup parce que ça a été vraiment bien fait et finalement, c'est rare. Et donc, je trouve que vos deux équipes ont vraiment bien utilisé la parole de manière vraiment juste et ça donne beaucoup de richesse
à ce championnat. Donc voilà, c'est le temps des points. Donc nous allons commencer par les divers prix des meilleurs orateurs. Donc je vais faire d'abord le meilleur orateur, ensuite Clément fera le meilleur affrontement. Donc nous avons décidé d'accorder le prix du meilleur orateur à Thomas. Pour le point du meilleur affrontement, on a décidé de le donner à Léopold. On a décidé d'attribuer le point de cohérence d'équipe à Parole de Yen. Et donc par duel, le premier duel opposant Mine à Yacine a été remporté par Yacine. Le deuxième duel opposant Léonore à Thomas a été remporté par Thomas. Et le troisième duel opposant Léopold à Anis a été remporté par Anis. Je tiens quand même à préciser que les points sont quand même assez... c'est assez déséquilibré, mais vraiment, pour EPF Éloquence, vous avez tellement progressé dans ce championnat. Enfin, le niveau que vous avez est fou. Enfin, franchement, merci beaucoup parce que vous avez tellement travaillé et c'est... Enfin, je suis tellement heureuse que la Fédé ait une association comme vous et des orateurs comme vous qui sont là pour prêter votre plume et votre art oratoire. Donc vraiment, merci beaucoup parce que vous n'avez pas démérité et franchement...